Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de notre Talk Afrique Société consacrée au thème comment garantir un climat sociopolitique apaisé au lendemain des élections, notamment présidentielles en Côte d'Ivoire. Je retrouve toujours mes deux invités. Il s'agit de Traoré Woyofini, vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci d'être resté avec nous. En face de vous, nous avons toujours Kouya Nyepa, alias Bidefer. Merci également à vous d'être resté avec nous. Merci. Alors, chers messieurs, nous poursuivons le débat. Nous disions que le président Alassane Ouattara, bien qu'il s'est prononcé en faveur d'une possible présentation au-delà de 2020, ne le fera pas, selon vous. Alors, nous poursuivons notre débat. En Côte d'Ivoire, nous avons assisté ces dernières années à une série de procès qui a vu plusieurs membres, sinon plusieurs anciens dignitaires du régime de Laurent Gbagbo passer devant la justice, pendant qu'en face, sinon de l'autre côté, on n'a pas vu des membres de l'actuel pouvoir devant les juges. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Votre appréciation? Oui, bon, sur la question de la justice, je suis très à l'aise parce que la Commission nationale des droits de l'homme, au même titre que les autres institutions, de façon spécifique, a fait un monitoring sur tous les procès. Nous suivons tous les procès, le déroulement des procès, mais nous n'interférons pas. Que nous suivons des familles, nous essayons donc de voir comment on peut les assister en termes d'assistance judiciaire. Spécifiquement, de façon spécifique, les procès se déroulent comme on le souhaite. Mais ce que nous savons, c'est que les procès sont lents. Il y a une lenteur que nous observons. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Oh non, la justice elle-même, dans les pays africains, la plupart des pays africains, la justice est lente. La justice est lente parce que les magistrats ne sont pas nombreux, ils ont assez de dossiers. Aujourd'hui, la moyenne en Côte d'Ivoire, un magistrat a 400 dossiers. 400 dossiers. Il n'y a pas assez de magistrats. Il faut comprendre tout ça. Et la population carcérale augmente. Mais en même temps, les maisons d'arrêt et de correction ne sont pas nombreuses en Côte d'Ivoire. Il faut en reconstruire. C'est ainsi que d'autres partenaires, comme l'Union africaine, l'Union européenne, a décidé d'appuyer la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse construire encore d'autres maisons d'arrêt et de correction, mais qui respectent toutes les commodités internationales. Donc, il y a ce fait-là qu'il faut prendre en compte. Pour un citoyen lambda, il se dit, les gens ne sont pas jugés, je ne comprends pas. Mais nous qui sommes dans une institution, qui travaillons sur la question, c'est cet élément, le premier élément que nous avons compris. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous avons activé tout le système et nous avons compris qu'au moment où les uns les autres disent que de l'autre côté, il n'y a pas de procès, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui a été fait en termes de procès? Non, ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que... Expliquez-nous, expliquez-nous. Oui, ce n'est pas vrai parce que quand vous allez à la Cour pénale internationale, vous voyez donc Madame le procureur, elle vous dit, je suis de près la situation de la Côte d'Ivoire. Oui, mais les déclarations qui ont été faites depuis... Dans les faits, quand on lit la une des journaux, on voit chaque jour qui passe des procès des dignitaires de l'ancien régime. Tandis que ceux qui sont au pouvoir, en ce moment, on n'a vu personne devant les tribunaux, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Oui, mais non, ne parlez pas hors de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire elle-même, c'est elle qui décide. Dans tous les cas, les procès se déroulent. Ce que je voudrais dire, c'est que si nous prenons une décision aujourd'hui, en termes d'appréciation, nous n'allons pas comprendre le processus. Moi, ce que je sais, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur votre antenne, c'est de dire que les processus les procès vont se dérouler comme on le souhaite. Ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, les procès qui se déroulent, nous suivons de très près tout ce qui se passe. Nous suivons de très près. Très bien, vous suivez le procès. Nous assistons et nous pensons qu'aujourd'hui, il revient à l'État, dans son rôle régalien, de tout faire pour que tous les procès se déroulent. Tous les procès se déroulent. Dans quel timing? Oui, le timing, là, il est apprécié. Très bien. Alors, Bidefer, réaction par rapport à cette même question? Non, c'est-à-dire, ce que j'aimerais que les gens comprennent, quand deux personnes, deux groupes s'affrontent, et bien celui qui gagne, c'est toujours été ainsi dans tout le monde entier. Tu ne peux pas aller à un combat avec quelqu'un, et puis tu le gagnes, et puis tu dis des gens qui t'ont accompagné n'ont qu'à aller en prison. Ça, c'est une réalité aussi des faits, il faut qu'on le dise. Maintenant, au niveau des procès... Est-ce que, vu sous cet angle-là, est-ce que cela participe-t-il à l'amélioration, sinon à l'apaisement du climat? Eh bien, ça ne peut pas améliorer, mais c'est ainsi que le monde est fait.
Ce qu'on doit dire, c'est peut-être au niveau des gens qui sont emprisonnés depuis longtemps, qui ne sont pas jugés. Il faudrait que le président comprenne que ce n'est pas des citoyens lambda, c'est des cadres des autorités de ce pays qui ont été des ministres qui sont incarcérés. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut accélérer le processus, quoi. C'est-à-dire dire à monsieur le procureur, il faut qu'on accélère parce qu'on a le regard des gens qui sont sur nous. Parce que celui qui est en prison est différent de l'autre qui est un bandit de grand chemin. Ce n'est pas des bandits de grand chemin, c'est après la crise post-électorale, d'autres se trouvent en prison. Donc il faut qu'on accélère. Et ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont 60 ou 70 ans. Moi, j'étais un jour à la Maca, il y a un qui est venu me trouver, un monsieur qui m'a dit, ah vraiment, il faut voir le président, il n'a qu'à nous libérer, on veut voir nos enfants. On est ici, s'il veut, qu'il nous garde à la maison. Et puis toutes les semaines, on va se faire signaler au commissariat. Et puis nous allons. Moi, je pense que c'est un signal. C'est un signal qu'il faut demander au chef de l'État. C'est vrai, c'est fait, mais on est tous des Ivoiriens. Comme c'est déjà ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre une solution parce que c'est des pères de famille qui se trouvent là-bas. Aller en prison, ce n'est pas joli. Trouver une solution rapide pour qu'on puisse les juger et puis demander maintenant la clémence du chef de l'État. Si clémence, il y en a. Alors, oui, allez-y. Oui, non, je suis d'accord avec le Guy de faire cela. C'est d'accélérer la justice. Oui. Accélérer les procédures judiciaires. Mais la justice, c'est la justice. Vous voulez que les gens jugent des procès de façon indépendante. Et vous voulez accélérer. Vous voulez que le politique intervienne dans le judiciaire. Mais ces deux pouvoirs... Mais justement, comment est-ce qu'on peut soumettre ça à l'appréciation de la masse? À ce niveau, parce que la population ne comprend pas, elle veut comprendre. Je suis d'accord. Quand elle lit la une des journaux, elle ne comprend pas. Je suis d'accord, c'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Oui. Je veux dire que dans ce cas d'espèce, il faut laisser la justice faire son travail. C'est à ce niveau qu'on acceptera de comprendre que dans ce pays-là, il y a des juges qui sont indépendants et qui font leur travail conformément aux règles. C'est cela un peu. Si vous demandez au président de la République de leur demander d'accélérer les procédures judiciaires, vous avez une interférence dans l'exécutif, dans le judiciaire. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on veut. Il faut qu'on ait des juges indépendants qui fassent leur travail, ce qu'on veut. Et qu'effectivement, on demande aux juges, en un temps record, qu'ils puissent présenter tous ceux qui sont à la maison d'arrêt, qui sont les détenus, qui soient présentés à des juges. Et que le procès ait lieu et que ceux-là soient assistés par des avocats. C'est ce qu'on demande. Alors voilà, vous parlez d'un bon déroulement de ces différents scrutins-là, mais pourtant, au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, vous vous dites crispé, sinon vous êtes préoccupé par la crispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne fait pas deux langages différents? Oui, mais c'est normal. Depuis 2011-2012, on a les hauts et les bas en Côte d'Ivoire. La situation, comme on le dit chez nous, le mercure monte, le mercure descend. C'est parce que les gens ne comprennent pas la situation des droits de l'homme. Le droit à la vie, par exemple, est menacé. Les gens ne respectent pas le droit à la vie. Le viol est menacé. Les droits de femmes sont menacés. Les gens, aujourd'hui, le droit à un environnement stable, à un logement est menacé. La question des habitants de Cocody-Danga, on avait tout ça. Oui. C'est normal. Mais en même temps, il faut des organisations pour réguler, pour interpeller l'exécutif sur ses engagements internationaux. C'est cela en fait. C'est pourquoi il existe des institutions indépendantes. Les institutions indépendantes n'ont rien à voir avec la présidence de la République, le ministère de la Justice et autres. Nous sommes une institution indépendante, nous travaillons de façon indépendante. Nous soulevons des questions qui fâchent, mais en même temps nous attirons l'attention du gouvernement sur un certain nombre de questions importantes. Chez nous, on appelle ça les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, dont le droit à la vie, le droit à la santé. Est-ce suffisant ces engagements internationaux? Est-ce suffisant d'attirer uniquement l'attention de l'État? Oui, d'attirer, d'agir, on le fait. On attire, on fait la prévention. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas le médecin après la mort. C'est pas ce que nous faisons. Nous faisons de la prévention, nous faisons de la promotion et nous faisons donc de la défense. Et donc, à ce niveau, chacun peut nous toucher à tout moment. Si vous avez, par exemple, quand on parle de la question donc, des détenus, ils sont venus nous voir en association. Nous avons la liste de tous les détenus. La plupart des détenus post-électoraux, nous les avons. Nous avons la liste sur nous. Nous avons aussi des grands malades. Vous confirmez donc qu'il y a des détenus politiques? Non, je ne le dis pas. Je viens, s'il vous plaît. La plupart des détenus les parents des détenus sont venus nous voir. Okay. Nous avons travaillé sur la liste et nous avons décidé de les assister. Nous avons décidé d'interpeller le garde des Sceaux, qui est aujourd'hui le garant effectivement de tout ce qui est judiciaire en Côte d'Ivoire, sur cette lenteur de jugement. Il nous a rassuré, ça va se faire. Ça va se mettre en marche, les procès vont avoir lieu, Et depuis un moment quand même, je crois que les procès ont eu lieu. Nous sommes quand même dans une situation quand même assez paisible, où quand même les procès ont eu lieu. Ce que nous demandons, c'est que tous les procès aient lieu, tout le monde soit jugé, donc tout le monde soit présenté
à des juges, que les gens puissent se défendre en toute légalité. Ça aussi, ça fait partie de nos objectifs, des objectifs des droits de l'homme, et qu'effectivement, s'ils sont coupables, qu'effectivement, les arrêts soient rendus. C'est ce que nous voulons. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de notre thème, Guilifert, à Abidjan, plus précisément à Cocody-Danga. Des personnes ont été déguerpies, mani militari parfois. Alors, votre regard sur cette situation? Il faut être réaliste. Où nous recevons le vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut être réaliste. C'est-à-dire, voilà des gens qui habitent des maisons qui ne les payent pas depuis des années. Et donc, ils doivent déguerpir les lieux. Ça, c'est une réalité. Ils doivent quitter, Ce dont je m'oppose, c'est le temps qu'a choisi la société Sikoji pour les déguerpir. Et quand je parle, on me dit non, c'est pas une entreprise de l'État, c'est une société privée. Mais si c'est une société privée, le DG est nommé par l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi attendre pendant qu'il pleut ou des enfants vont à l'école? Oui, parce que souvent on me dit non, quand il pleut, on attend que la pluie finisse, les enfants vont à l'école. Mais je dis, il y a un élément qu'on peut simplement retenir. Comme nous sommes en année scolaire, pourquoi ne pas attendre? Ces enfants-là vont d'abord finir leur année scolaire, passer leur entrée en 6e, leur CP, et puis carrément les déguerpir. C'est tout. C'est une question sociale. Je vous dis toujours, il y a les règles, c'est vrai, mais il y a une question sociale qu'il faut résoudre. On cache des enfants, on les met à la rue, des enfants sont là, ils dorment là-dedans, il pleut sur eux. Mais attends, en Côte d'Ivoire, on travaille pour qui? Pour nous, pour faire plaisir à qui? Qui a payé ce terrain et puis on est tellement pressé pour déguerpir ces enfants qui partent à l'école? L'État a sa raison. Les gens ne payent pas. C'est un droit, c'est raisonnable. Mais pourquoi ne pas attendre le mois de juillet pour les déguerpir et le faire maintenant en pleine année scolaire où les enfants n'ont pas encore passé ni le BPC, ni l'entrée en 6e, ni le CP? Quand même vous aussi. Soyons quand même social quand même. Monsieur le Président Traoré, votre réaction, qu'est-ce qui a été fait concrètement par rapport à ce déguerpis au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire? Oui, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure. Il a évoqué un certain nombre de choses, mais je trouve ça juste. Quand vous êtes dans la maison, vous êtes dans une maison, qu'elle soit de l'État ou qu'elle ne soit pas de l'État ou qu'elle appartienne à un privé, il faut payer. Quand vous ne payez pas, on vous interpelle. 3 mois après, vous quittez les lieux. C'est ça les règles. Il faut quand même, dans ce pays-là, que les gens se mettent dans les dispositions de la norme, des règles. Il faut respecter les règles que nous nous sommes librement données, que nous sommes obligés aujourd'hui de respecter. Première chose. Deuxième chose, lorsque la situation a eu lieu, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a fait une déclaration forte, musclée d'ailleurs, pour interpeller le gouvernement sur effectivement ce qu'a dit tout à l'heure notre frère, que le moment n'était pas indiqué. La saison des pluies, les enfants vont à l'école. Les parents n'ont pas de moyens, on le sait là en Côte d'Ivoire. Il fallait discuter. Il fallait échanger avec ceux qui se sont mis en syndicat. Parce qu'ils se sont mis en syndicat, ils ont interpellé l'État sur leurs difficultés. La plupart de ceux qui sont là-bas n'ont pas de travail, c'est les retraités. Il faut comprendre. Ils sont donc du 3e âge. Il faut qu'on assiste ceux quand même qui sont... Mais il est quand même important de souligner que nous ne sommes pas face au premier cas de déguerpissement à Abidjan. Non, ce que je dis, ça c'est ce que la psychologie a fait, que nous dénonçons. Ce que la psychologie a fait, que nous dénonçons avec la dernière énergie. Mais en même temps, nous disons que la responsabilité de la psychologie est engagée, en donnant la raison pour laquelle ils ont déguerpi. Maintenant, le déguerpissement, est-ce qu'il est normal ou pas? Est-ce qu'il fallait le faire en temps de pluie? C'est ce que nous disons. Maintenant, au niveau de la commission, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Mais maintenant, nous demandons. En dehors de cette condamnation ferme dont vous parlez, qu'est-ce qui a été fait concrètement au niveau de la commission? La reprise du dialogue entre les riverains, entre les syndiqués. Ils sont en syndicat, ils ont créé un syndic et le gouvernement, pour voir comment on peut les recaser ailleurs. Et c'est ce qui se passe. Et suite à notre déclaration, le Premier ministre a fait la visite sur place. Il a fait la visite sur place. Il a mesuré un peu la teneur de la situation et il a pris une décision. Et il y a eu une décision au Conseil des ministres pour les recadrer un peu, pour les recaser un peu partout, tout ça. C'est cela qu'il faut. Mais on n'avait vraiment pas besoin de cela. C'est ce que je dis. Je suis d'accord avec les uns et les autres. Le gouvernement n'avait pas, la psychologie n'avait pas à mettre la pression sur le gouvernement. Est-ce qu'on est en droit de s'attendre à une action judiciaire à l'encontre de la psychologie? Oui, les populations sont libres de le faire. Nous sommes dans un pays de droit. Elles peuvent porter plainte devant la juridiction et puis on verra. Mais ce que je sais, comme effectivement le président de la République a été interpellé, le Premier ministre a été interpellé, le gouvernement dans son ensemble a été interpellé, le Premier ministre s'est déplacé sur les lieux pour analyser un peu la situation, pour voir les conditions dans lesquelles les riverains sont, parce qu'il pleut, et les gens sont à la rentrée, les enfants doivent préparer des examens, il y a tellement de choses. Mais le gouvernement a fait une déclaration dans ce sens
pour voir comment on peut recaser les uns les autres. Je pense que c'est ce que je peux dire. Mais en même temps, les populations sont libres de porter l'affaire devant les tribunaux. Alors Guy Defer, tout à l'heure, dans la première partie de notre émission, on a vu des réactions diverses. Certaines personnes ont parlé de la réconciliation nationale. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir y arriver véritablement? Oui, c'est-à-dire, on est dans une situation, c'est un peu difficile, hein, parce que nous avons des partis politiques qui sont des partis d'opposition qui veulent accéder au pouvoir. Alors, ne comptez pas sur le FPI pour faire atout RDS. Ce n'est pas possible. Ne comptez pas sur le PDCI pour faire atout FPI. Non, non, non. Parce que chacun a dans une logique. Je dois lutter pour accéder au pouvoir. Ça, c'est clair. C'est maintenant au niveau des populations qui vivent ensemble. Nous avons en Côte d'Ivoire près de 70% de la population qui est analphabète. Et donc, quand tu vois des cadres dans des régions inoculent des paroles d'intoxication à ces populations-là, ça prend vite. Ça fait qu'aujourd'hui, la cohabitation est difficile dans les zones forestières. Aujourd'hui, le problème de titre de foncier rural pose problème. Ça fait qu'il y a toujours des affrontements dans les régions telles que Guiglo, Diopou, il y a toujours problème. La cohabitation est très difficile. Il faut impliquer les cadres de chaque région pour que chacun comprenne que pendant qu'il y a des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, des Béninois, des Français en Côte d'Ivoire, il y a aussi des Ivoiriens au Togo, au Bénin, au Burkina, au Mali, en France. Donc que chacun comprenne que on est condamné à vivre ensemble. Le minimum, on doit s'entendre. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à une vraie réconciliation? Moi, je pense qu'il faut passer. On en a tellement parlé. Depuis des années, on en parle. Mettons-nous ensemble. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Ce que moi, je sais, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. À Yopougon, à Abidjan, où je suis, des gens s'amusent déjà, s'entendent très bien. C'est surtout au niveau des hommes politiques qui passent au pouvoir, continuent toujours dans cette logique-là. On va libérer, libérer les gens qui sont en prison, on va les libérer. Ça aussi, c'est un facteur. Parce que tu ne peux pas faire à tout avec quelqu'un pendant que ton père, ta mère, tes enfants se trouvent en prison. Ça, c'est un élément capital. C'est pour ça qu'on dit, pour nous tous, on doit contribuer à l'apaisement de la Côte d'Ivoire en assistant le processus judiciaire. La justice condamne, on trouve les solutions, des gens sortent, et je pense que ça peut accélérer le processus de réconciliation à un autre niveau. Mais sinon, le bas peuple, nous, on s'attend. Alors, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, vous avez décidé de mettre un peu l'accent sur les chefs traditionnels, les chefs religieux. Expliquez-nous un peu cette façon de faire. Oui, nous avons effectivement, au même titre que les uns et les autres, nous voyons effectivement que le processus de réconciliation nationale, le processus de réconciliation nationale avance difficilement. Il faut le dire clairement, il avance difficilement. C'est une même des raisons pour tous nos partenaires internationaux qui interpellent la Côte d'Ivoire. C'est donc les questions de justice, le processus de réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire doit faire encore beaucoup d'efforts. Ce que nous disons à la Commission nationale est clair. Quels sont les freins? Je vous explique un peu ce que nous faisons. Oui. Je n'explique pas les freins parce que je ne suis pas le ministre de la réconciliation nationale. Vous êtes au cœur. Mais je suis une institution indépendante qui constate et qui fait des propositions. Nous ne constatons pas, nous ne taisons pas. Nous constatons et nous faisons des propositions. J'ai vécu la crise post-électorale, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai perdu des biens, j'ai perdu des parents, c'est pour beaucoup de gens. Pour le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons mis en place un certain nombre de structures pour surtout le processus de réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous avons un fichier en place. Un fichier qui est un fichier de tous ceux qui ont eu des parents disparus, qui ont perdu des biens. Pour ceux qui ont perdu des parents, il faut de la réparation. Il faut de la réparation. Pour ceux qui ont perdu des biens, il faut l'indemnisation. Le processus d'indemnisation est en route actuellement. Le processus d'indemnisation est en route. Ce que les gens veulent, qu'on puisse publier la liste de tous ceux qui ont perdu à la fois des parents et des biens. Et que cette liste soit accessible à tout le monde. Et que le processus soit transparent, soit ouvert, soit inclusif. C'est cela en fait. Nous, je vous parle de questions des droits de l'homme. Moi, je suis d'accord avec les communautés. Il faut publier la liste. Il faut rendre publique la liste. Et il faut mener des actions de réparation. Il y a des gens qui ont juste perdu des parents. C'est la raison pour laquelle vous vous appuyez sur les chefs religieux. Et qui n'ont véritablement pas besoin qu'on leur donne beaucoup d'argent. J'ai perdu un parent, je veux qu'on vienne me dire Yako. À travers donc les chefs religieux, nous avons demandé aux chefs religieux de mener des actions de réconciliation. Des actions qui permettaient au niveau culturel de ramener, de renforcer ce Yako-là partout. On n'a pas besoin d'argent. Il y a des choses où on n'a pas besoin évidemment d'argent. Et donc aujourd'hui, dans notre dynamique d'accompagnement, nous avons les chefs religieux, les chefs traditionnels qui vont nous accompagner, qui vont aussi accompagner le ministère pour que, effectivement, tous les Ivoiriens au finish réapprennent à vivre ensemble. Je souhaite qu'on aille à ces prochaines élections apaisées.
Je souhaite qu'on aille à ces prochaines élections où véritablement on va vivre la réconciliation nationale, où on dira à tout entre Ivoiriens. Et celui qui sera le gagnant, le soir de ces élections, nous puissions applaudir et nous puissions fêter. C'est cela. C'est cela que nous voulons. Mais la base de cette élection libre, juste, ouverte et apaisée, a besoin d'une réconciliation vraie. Une réconciliation véritablement à la base pour que tout le monde puisse réapprendre à vivre ensemble. Voilà un peu ce que la commission fait. Mais j'avoue que nous avons peu de moyens. Nous avons peu de moyens. Et ceux qui ont les moyens, nous sommes prêts à travailler avec ceux-là pour permettre à tous les Ivoiriens de réapprendre. Mais de faire votre regard sur le fait de vouloir associer les chefs religieux, les chefs traditionnels, à ce que le pays retrouve une certaine cohésion. Oui, les chefs religieux, non, les chefs traditionnels et puis religieux, ils ont une place très importante, même les religieux surtout, parce que c'est des garants, c'est des gens qui sont quand même, ils ont droit à la parole, et puis c'est des gens à qui on croit. À part quelques chefs, par exemple, qui sont un peu manipulés. J'ai vu ces 2 jours-là dans les journaux, un chef des chefs de village, d'une ville, qui s'en va déposer la candidature de quelqu'un dans un parti politique. Bon, j'ai compris que c'est un chef qui est manipulé. Mais sinon, dans ce processus de réconciliation, les chefs traditionnels ont leur place. Leur place est très importante. Les religieux, c'est très important. Mais je constate qu'ils ne bougent pas. Voilà une structure. Ils ont essayé, ils ne bougent pas. La grande médiature, depuis que M. Ngolo est là-bas, ça ne bouge pas du tout. Voilà des gens qui sont payés et qui ne font rien. n'est plus la grande médiature. Oui, non, je dis, depuis que M. Ngolo était là-bas, ça ne bouge pas. D'accord. Quand vient d'arriver, on aimerait voir, ça fait peut-être 1 mois, il est là, 2 mois, il est là, mais on aimerait voir. Voilà des structures qui ont été mises en place par l'État de Côte d'Ivoire pour nous aider à aller de l'avant dans un climat apaisé et qui ne fonctionne pas du tout, qui ne fait rien du tout. On observe. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de corruption. Nous avons la haute autorité de la bonne gouvernance, le secrétariat de la bonne gouvernance, mais qui ne fait absolument rien. On les paye, mais ils ne fonctionnent pas. Quand c'est comme ça, ça fait très mal. Les chefs religieux doivent être impliqués avec la grande médiature, faire des tournées, faire des sensibilisations. Il l'a dit tout à l'heure, le vice-président, ils n'ont pas de moyens. C'est grave. Si lui n'a pas de moyens, c'est grave. Moi-même, j'ai fait des tournées dans l'ouest du pays, sur fonds propres. Aucun cas de ces pays, ni même ces fonds, ils sont tellement, l'égoïsme les a tellement imbibés que j'ai l'impression que ça ne les intéressait même pas. Mais le contraire, la paix doit les intéresser. C'est eux qui ont besoin de paix pour maintenir leur poste, pour conserver leur poste, pour nourrir leurs enfants, pour mettre les enfants en France. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils comprennent. M. Traoré, réaction. Oui, non, je veux juste rappeler à mon chef et ami Guy Defay, quand je dis qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire le tour de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais sinon, on a mené de grandes actions. Oui. On a été à Bleu-Loquin. Au soir des événements qui ont eu lieu à Bleu-Loquin, à l'ouest. Il n'y a pas un événement qui s'est tenu, qui a eu lieu à l'ouest, où la commission n'a pas été immédiatement, n'est pas allée au chevet donc de toutes les communautés. Pour parler à les communautés. Nous allons là où les autres ne peuvent pas y aller. C'est cela. Et donc nous parlons à les communautés. Le problème est profond. La situation est profonde. La blessure est profonde. Que faut-il régler ce problème, pour permettre aux populations de réapprendre à vivre ensemble, il faut du temps. Justement. Il faut du temps, il faut parler aux communautés, il ne faut jamais arrêter. Réellement pour y arriver? C'est ce que j'ai dit. Il dit qu'il nous faut du temps. Première chose, c'est le temps. Il nous faut du temps. Et le processus de réconciliation nationale a besoin du temps. Deuxième chose, c'est les actions à mener. Être toujours en contact avec les communautés. Parler avec les communautés, ne pas être absent. La preuve, nous avons 31 commissions régionales dans les 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire, qui parlent chaque jour avec les communautés, où nous avons des bureaux ouverts, où les populations viennent se plaindre sur toutes les situations. Mais ne vont pas à la justice, mais viennent chez nous. Très bien. Pour poser les problèmes. Donc aujourd'hui, c'est la proximité avec les communautés, la parole avec les communautés, les échanges avec les communautés, que les préfets, sous-préfets ne restent pas dans les bureaux, mais aillent dans les villages, parlent avec les communautés, discutent avec les communautés pour comprendre quelle est la situation. Vous voyez des gens qui ont perdu les terres, qui sont peut-être au Libéria ou ailleurs, et puis se rendent compte que les terres sont exploitées par une autre communauté, aux grandes dames du préfet ou du sous-préfet qui est là, qui ne dit rien. Mais ce n'est pas facile pour les communautés. Pour ces communautés-là, le seul moyen pour elles de rentrer dans leurs biens, c'est de procéder par la violence. Très bien. Et nous leur disons, ce n'est pas la violence. Nous, quand c'est comme ça, nous venons pour leur dire, non, ce n'est pas la violence. Quel est le problème? Nous analysons le problème et nous apportons une solution. Nous discutons, nous parlons avec cette communauté-là. Nous la rassurons et nous l'accompagnons. Voici comment nous travaillons. Pour arriver à une réconciliation. Et pour arriver à une réconciliation durable. Très bien. Une réconciliation vraie. Il ne faut pas mentir avec la réconciliation. Il faut travailler sérieusement. Les artistes doivent faire leur travail. Quand Guy Defay me dit qu'il prend son argent lui-même pour le faire, mais les artistes sont organisés sur son travail.
Quand il fait rire les gens, il fait aussi la réconciliation nationale. Merci, merci. Qu'il aille partout, fait le travail. Monsieur Traoré, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette deuxième partie de notre émission. Bédéfer, votre mot de la fin. Ce que je dis, c'est que les gens doivent toujours comprendre qu'au-delà des intérêts personnels, il faut voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Très rapidement. Très rapidement, Oui. je voudrais rassurer les Ivoiriens Oui. que la situation que nous vivons n'est pas une fatalité. Il faut que nous nous mobilisons pour faire de notre pays un pays fréquentable, pour faire de notre pays un pays où il faut vivre, où il faut être bon vivre à travers les droits de l'homme. Merci Sans beaucoup. droits de l'homme, on ne peut rien. Et donc, l'organisation des élections prochaines est un droit de l'homme. Et donc, nous Merci. devons le respecter. Merci. Chacun doit s'en approprier. Merci beaucoup. Traoré Oyofini, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Bédéfer, alias Kouya-Nyepa, sinon Kouya-Nyepa, alias Bédéfer, vous êtes artiste, comédien, humoriste. Merci d'avoir été avec nous. Voilà qui referme définitivement ce thème du Talk Afrique Société. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur Médien TV Afrique.